Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu. Donc le milieu sera caractérisé par un indice n, et en fait l'indice n est défini par la formule qui est ici. Vous auriez, alors si n valait 1, vous auriez la relation de dispersion pour une OPPH dans le vide qui est que k c'est oméga sur c. Et en fait l'écart entre k et oméga sur c est caractérisé par l'indice du milieu. Ici, on prend le cas le plus général où l'indice n a une partie réelle et une partie imaginaire et où les deux grandeurs dépendent potentiellement de la fréquence. Donc, ce qui va entraîner bien sûr un caractère dispersif et absorbant. Donc à caractère dispersif, le n' va dépendre de oméga et absorbant la présence d'un n second, partie imaginaire. Pour l'onde, on va considérer une onde EPH. Qui est représenté ici. Donc plane au sens où l'amplitude ici ne dépend pas de l'espace, progressive avec une propagande oméga t moins kx, et une seule fréquence, la pulsation oméga. Et donc cet exercice est tiré du livre La physique en application, des auteurs suivants aux éditions Ellipse. C'est un extrait du sujet. Dans un premier temps, on vous demande l'expression du champ magnétique. Donc, vous avez une OPPH, simplement c'est dans un milieu. Alors, ce que vous n'avez pas le droit de faire, on peut rappeler que ce qui serait faux, c'est ceci. Si vous tentez ceci, UX, disons, alors ça ne marchera pas parce que la relation de dispersion n'est pas K égale oméga sur C. Donc, vous n'avez pas le droit à UX vectoriel E sur C. En revanche, vu que l'onde est bien plane, progressive, harmonique, vous pouvez utiliser la formule, mais simplement avec K sur oméga. Vous ne pouvez pas remplacer K par oméga sur C, mais vous avez le droit à la formule générale avec B bar égale K bar sur oméga, la direction de propagation UX, du vecteur qui dirige la propagation de l'onde, vectoriel le champ électrique. Donc je remplace K bar par N bar oméga sur C, donc oméga disparaît, il vous reste N bar sur C. Vous voyez la différence ici, c'est que vous avez l'indice en plus, UX, et donc ensuite vous faites UX avec le UY, d'accord, vous aurez le UX avec le UY, qui fera donc en produit vectoriel le UZ. Vous aurez bien sûr un champ magnétique qui sera également transverse, et vous recopiez cette partie-là, et vous avez le N bar sur C en facteur. Alors, si vous n'êtes pas certain, c'est toujours un peu la difficulté, cette formule est assez efficace, rapide. Si vous avez un doute sur l'autorisation que vous avez de l'utiliser, vous pouvez toujours refaire le calcul direct. Donc là, connaissant le champ électrique, pour trouver le champ magnétique, le plus rapide, c'est de repartir de l'équation de Maxwell-Faraday. Pour une onde harmonique, la dérivée du champ magnétique va bien sûr être exprimée comme J oméga B bar. Et pour le rotationnel, donc si on refait rapidement le calcul du rotationnel, donc j'ai indiqué les termes ici qui sont à considérer. Le premier terme ici fera 0 parce que on dériverait EY par rapport à Z et EY ne dépend pas de Z. Le deuxième terme, vous aurez des zéros partout, donc là ça ne compte pas. Et le dernier terme, vous devez considérer la dérivée de EY par rapport à X, donc des rangs EY sur des rangs X qui sera sur UZ. Voilà. Et donc finalement, vous aurez que moins J oméga B bar, alors ce sera égal à ce terme-là, donc il est juste écrit au-dessus. Il suffit simplement de prendre l'expression du champ électrique qui est là, et on va donc recopier déjà, et ensuite effectuer la dérivée, vu que c'est une exponentielle. Voilà, et donc quand vous allez dériver par rapport à x, eh bien vous ferez sortir moins j k bar, et ce sera selon le uz, d'accord, la troisième composante. Et vous voyez que ici, vous avez ce terme-là, le moins j, qui se simplifie avec le moins j, et vous retrouvez l'expression que j'ai trouvée au-dessus, B bar égale K bar sur oméga U. Alors, pas comme ça, parce que j'ai directement différemment, E0, exponentielle J oméga T moins K bar X, et le tout selon UZ, mais bien évidemment, le UXY refait bien UZ. Donc c'est tout à fait équivalent. Donc encore une fois, cette formule est plus efficace, mais il faut faire attention quand est-ce que vous devrez l'utiliser. OK. Et si vous avez un doute, vous pouvez toujours repasser par là. C'est important de ne pas se tromper à ce niveau-là, parce que bien sûr, si l'expression de votre champ magnétique est faux, tout le reste risque d'être erroné.
Ensuite, on vous demande de passer aux expressions réelles. Donc, pour passer aux expressions réelles, il faut faire un petit peu attention, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, ici, je réécris le champ électrique. J'ai simplement remplacé K-bar par son expression. Vous voyez, on avait le K-bar ici, et simplement, j'ai écrit K-bar. Donc, vous allez avoir la partie réelle qui va exprimer la partie propagative en oméga t moins quelque chose fois x. Et vous avez la partie imaginaire qui va bien sûr compter dans le terme d'absorption. Alors c'est pour ça qu'on avait mis un moins au départ, c'est comme ça avec la convention, en fait on aura le n seconde qui sera positif et on doit mettre un moins ici pour assurer ici qu'on a bien une décroissance. La partie réelle, donc tout le reste est réel, donc j'ai bien isolé, vous voyez, la partie imaginaire et la partie réelle, et ensuite j'ai juste à prendre la partie réelle de l'ensemble, ce qui me fait que le champ électrique réel, je vais retourner sur du cosinus bien évidemment, E0 cos oméga t moins n' oméga cx exponentielle moins n seconde oméga x sur c et toujours selon uy. Voilà, donc là où il faut bien faire attention, c'est qu'il faut bien séparer la partie réelle du nombre d'ondes qui sera associée à la propagation et la partie imaginaire du nombre d'ondes qui fera en exponentielle réelle qui comptera en atténuation due à l'absorption dans la silice. Maintenant, on en revient au champ magnétique. Alors, pour le champ magnétique, il faut faire un peu plus d'attention parce qu'il ne faut pas oublier que ici, donc là, je reprends l'expression en remplaçant n bar par son expression, ce que j'ai fait ici aussi, mais donc là, il y aura plusieurs termes parce que vous allez avoir du cos oméga t moins n' oméga x sur c plus j sinus oméga t moins n' oméga x sur c. Et donc, en conséquence, vous voyez, quand vous allez développer, si on fait ça tranquillement ensemble, vous allez avoir donc en fait le terme en n' qui va compter avec le cosinus pour faire quelque chose de réel, et vous aurez le terme en moins jn seconde qui va compter avec le j sinus, mais donc les j carrés font moins 1, avec le moins devant ça fera un plus, donc au final si on n'oublie rien, on a le E0, alors on peut déjà factoriser les termes communs. Donc on a le E0 sur C, on retrouve quelque chose qui est correctement dimensionné pour un champ magnétique, le terme d'absorption qui est commun aux deux champs. D'accord? Et donc, sur le cosinus avec n' cosinus oméga t moins n' oméga x sur C, et la seconde partie, le n seconde, avec le terme en sinus, sinus oméga t moins n' oméga x sur C, et le tout étant toujours selon UZ. Ça ne change pas. Voilà, toujours un champ transverse. Voilà pour l'expression. Donc il ne faut aller pas oublier le deuxième terme, d'accord? Donc bien penser à... C'est pas très compliqué, mais il faut s'appliquer quand même. Et on voit que maintenant, le champ électrique et le champ magnétique ne sont plus nécessairement en phase, d'accord? Bon, c'est dû au fait simplement que vous n'avez pas, en gros, n égale 1, d'accord? Donc ce qui peut créer effectivement ici un déphasage. Dans la troisième question, il y aura une absorption, donc on veut savoir effectivement avec quelle importance l'absorption se fait. Donc on vous demande d'exprimer la puissance surfacique transportée par l'onde. Alors la puissance surfacique transportée par l'onde, simplement ça va représenter la composante du vecteur de Poynting en fait, d'accord? C'est simplement ça, donc il faut aller comprendre que dès qu'on vous parle de puissance surfacique, il faut bien sûr penser vecteur de Poynting. Donc je vais commencer par exprimer le vecteur de Poynting, ce sera peut-être le plus simple. Donc le vecteur de Poynting va s'exprimer, alors faire très attention ici, absolument travailler avec les grandeurs réelles, d'accord? On vous demande le vecteur de Poynting d'abord à instantané, donc vous devez absolument travailler avec les grandeurs réelles, je vais bien insister là-dessus. Grandeur réelle, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc si vous utilisez les grandeurs complexes, ce sera faux. Là, l'exercice était quand même assez bien guidé parce que finalement, il vous proposait dès le départ de prendre les grandeurs réelles. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le produit de ces deux termes. On aura du uy vectoriel uz. Donc très logiquement, on va retomber sur du ux parce qu'on a une propagation selon x. Donc le vecteur de Poynting est forcément selon x. Ensuite, on aura donc du E0 carré, deux termes en E0, du 2 mu0c. Il y aura alors une décroissance, bien sûr, vu que c'est le produit des termes, il y aura un facteur 2 qui va apparaître. C'est souvent le cas pour l'aspect énergétique par rapport au champ. Voilà, donc ça c'est l'atténuation. Et maintenant les termes, vous aurez en n', vous aurez un terme qui sera donc en cos carré. Donc vous aurez un terme en cos carré
oméga t moins n' oméga x sur c, et puis vous aurez un terme sur n secondes qui sera en cosinus oméga t moins n' oméga x sur c sinus oméga t moins n' oméga x sur c, pardon. Voilà comme ceci, et le résultat selon ux. Donc en fait, ce qu'on appelle phi x, c'est ici, d'accord. En fait, voilà, je ne vais pas le réécrire, mais voilà pour l'expression de la puissance sur face qui dépend, de notre rigueur, de x et de t. Voilà. Alors, plus important finalement d'un point de vue pratique, ce qui va compter, c'est la valeur moyenne de cette puissance, la moyenne temporelle, encore une fois, il s'agit de faire la moyenne temporelle. Donc, j'effectue la moyenne temporelle de cette grandeur. Donc, maintenant, la moyenne temporelle de cette grandeur, vous avez un champ haute fréquence, et donc peu importe ce qui se passe à chaque instant, ce qui compte, c'est en moyenne dans le temps. Donc, on peut rappeler rapidement ici, d'accord, symboliquement, que la moyenne d'un cos carré, on va mettre ça comme ça, c'est écrit un peu symboliquement, on fera 1,5 sur une période, et la moyenne d'un sinus cosinus, qu'on peut réécrire comme étant un sinus 2x sur 2. Bon, c'est très symbolique, hein, d'accord, mais ça ferait forcément 0. Et donc, on n'a qu'à considérer uniquement le premier terme avec un facteur 1,5. Et donc, pour la moyenne, ça fait donc E0 carré sur 2 mu0c. Alors, sur 4, pardon, parce que maintenant, je vais... excusez-moi, il n'y avait pas de 2 pour l'instant, donc je vais corriger. Là, j'ai été un peu trop tôt sur le 2. Voilà, donc je le corrige. Le 2 apparaît maintenant, donc je vais recommencer proprement, d'accord. La moyenne du cos carré fait 1,5, donc le 2 apparaît maintenant. Donc là, j'ai pas le 2, et le 2 apparaît juste, le 2 apparaît juste un petit peu plus tard. Il apparaît maintenant avec le 1,5 de la moyenne. Donc 2 ici. J'étais allé un peu trop vite dans les calculs. Ok, fois n'. Et le reste fera 0. Parce que la moyenne du cosinus sinus fait 0. Moi, pour le 2, d'accord, je l'ai fait apparaître un peu trop tôt. Là, c'est bon comme ceci. Donc ça, c'est l'expression, on peut déjà encadrer cette expression-là, qui est l'expression. Et on peut faire apparaître, on voit que le terme ici, le terme qui est ici, l'exponentielle, on peut l'écrire comme exponentielle de moins x sur une distance d'atténuation. Et cette distance d'atténuation, elle vaut c sur 2n secondes oméga, qu'on peut écrire un tout petit peu différemment. Ça ne change pas énormément de choses. C sur 2n secondes oméga. Et simplement en utilisant la définition de la pulsation qui fait 2n secondes fois 2pi sur nu. Et on retrouve simplement que c sur nu, ça vous donnera la longueur d'onde. Donc vous aurez lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, sur 4pi n secondes. D'accord, simplement avec le classique lambda 0 égale c sur nu. Voilà pour l'idée. Et donc ici, la distance d'atténuation, qui est bien une longueur, d'accord, hein, qui est une longueur sur un terme sans dimension, l'indice, comme on le voit ici. Hein. On sait que k, c'est dimensionné à oméga sur c, donc par cette définition, on voit tout de suite que l'indice était une grandeur sans dimension, sa partie réelle ou sa partie imaginaire. Bien évidemment, la distance d'atténuation, elle est liée au n secondes. C'est toujours la partie imaginaire du vecteur d'onde, ici la partie imaginaire de l'indice, qui va être liée à l'atténuation. Maintenant, si vous faites tendre n secondes vers 0, vous voyez que la distance d'atténuation caractéristique, elle tend vers l'infini. Donc, il n'y a plus d'atténuation, dit autrement. Voilà pour ces résultats. Donc, l'exercice qui était intéressant aussi, c'est qu'il proposait une application concrète avec des valeurs. Donc, on peut retrouver aussi ce graphique assez facilement sur des sites. Donc, on a le document ici fourni pour différentes longueurs d'onde la valeur de l'indice. Donc, en bleu, l'aspect lié à la dispersion, le n', d'accord, la partie réelle, et n secondes, l'aspect lié à l'atténuation, en rouge. Donc on va faire un premier calcul pour cette ligne-là, on va au moins faire le calcul ensemble pour cette ligne-là. Donc on propose deux valeurs, on commence par une longueur d'onde de 15 micromètres, donc on se place à 15 micromètres, et il suffit simplement à la longueur d'onde de 15 micromètres de tirer un trait comme ça pour réussir à extraire les valeurs, d'accord, qui sont là. Donc vous voyez que vous allez avoir les valeurs qui vont apparaître ici, donc ce point ici et ce point là, d'accord. Donc on voit qu'à peu près à 15 micromètres,
n' est de l'ordre de 1,6, n seconde est de l'ordre de 0,2, bon, en ordre de grandeur. Ensuite, pour d atténuation, il vous suffit simplement de faire lambda 0, 15 micromètres sur 4pi fois n seconde 0,2, ce qui vous donne environ 6 micromètres. Et pour la vitesse de phase, rappelons-nous que la vitesse de phase c'est oméga. Alors, nous pas oublier que ça c'est bien le cas général, d'accord. Souvent, parfois on dit oméga sur k, mais là, vu que k est une grandeur complexe, c'est bien la partie réelle qu'il faut compter. Ça c'est V phi, c'est avec la partie réelle, même si parfois, quand on prend un milieu non absorbant, ça devient k, mais en toute rigueur, c'est bien oméga sur kr. Et kr vaut n' oméga sur c, donc ça fait c sur n'. Donc on fait la célérité pour la vitesse de phase sur l'indice, la partie réelle de l'indice. Et donc ici, j'ai pris 3 fois 10 puissance 8 et je divise par n' qui vaut 1,6. Bon, voilà, à peu près, donc en gros, 2 fois 1,5 fois 3, donc disons 1,9 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et après, vous faites la même chose, je ne vais pas le faire, mais vous faites la même chose pour 20 et vous trouvez une nouvelle valeur. Alors, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez noter que ici, ce terme-là est supérieur à C, mais c'est sans conséquence car V phi n'est pas lié à la propagation de l'énergie. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, d'accord. Il n'y a pas de problème. V phi peut être supérieur à C. Le problème, ce serait pour la vitesse de groupe, d'accord. Donc ce n'est pas le cas ici. Et on va faire une deuxième valeur. Alors, ce qu'on voit également, on note en particulier que ce milieu est bien sûr dispersif parce qu'on voit qu'on a une vitesse de phase qui va dépendre de la longueur d'onde. D'accord. Bon, ça se voit tout de suite sur n'. Vous voyez que n' varie de façon importante avec la longueur d'onde. Donc forcément, ce sera le cas aussi de la partie réelle du vecteur d'onde et donc de la vitesse de phase. Donc on a donc un milieu dispersif. D'accord. Enfin, on se doute bien que si on veut utiliser ce verre-là, il faut utiliser sur des longueurs d'onde plutôt basses ici, vous voyez, parce que là on aura une absorption qui est forte, parce que finalement, ça veut dire qu'à des valeurs en micromètres qui sont de plusieurs micromètres, en fait, vous voyez que la silice est totalement absorbante. Si vous prenez des ondes micrométriques, en particulier par ici, vous allez avoir une très forte absorption, et donc la distance caractéristique de pénétration sera de quelques micromètres seulement, et donc ce ne sera absolument plus un verre transparent. En revanche, si vous placez sur des longueurs d'onde plus faibles, qui sont de l'ordre du micromètre par exemple, eh bien vous voyez que sur ce schéma, ça devient difficile à lire, mais on voit qu'il n'y a quasiment pas d'absorption, donc la valeur de n seconde quasiment à 0, et on voit que la dispersion est assez faible. Vous avez une dispersion beaucoup plus faible ici pour la silice à ce niveau-là. Donc bien évidemment, si vous voulez propager une onde dans ce matériau, il faudra forcément vous mettre sur des longueurs d'onde suffisamment basses pour que le n seconde soit quasi nul, sinon ça ne marchera pas du tout. Et après, en revanche, si vous voulez un milieu qui soit relativement dispersif, pour séparer différentes fréquences, il faudra peut-être se placer à des fréquences, effectivement, peut-être par ici, qui permettront à la fois d'avoir une absorption faible, mais une dispersion assez significative, la dispersion étant liée à la variation de n'. Voilà, je vous remercie. Donc l'idée essentielle, donc il y avait ce petit calcul-là qui était intéressant à la fin. Toujours penser puissance surfacée, toujours penser vecteur de Poynting. Vecteur de Poynting, attention sur les grandeurs réelles. La moyenne classique, d'accord, avec les termes en cos carré qui font 1,5. Le calcul du champ magnétique. Donc, encore une fois, si vous avez un doute, toujours possible de faire par rotationnel de égale moins d rond B sur d rond T pour arriver au résultat. Et sinon, pour une EPH, vous avez toujours cette option-là, K oméga, et remplacer K par son expression oméga sur C dans le vide ou autre chose, comme ici si vous n'êtes pas dans le vide. Voilà, je vous remercie.